Vous avez deux choix maintenant, soit la philosophie à l'école buissonnière, soit communauté des visionnaires dans tout horizon et au-delà, bien sûr. Et puisque nous sommes aujourd'hui dans l'école buissonnière, et peut-être que nous allons à la rencontre d'une communauté des visionnaires, commençons par le réel, tangible, qu'on peut toucher en quelque sorte, donc qui a une unité et qui a une quantité, soit un, singulière, et qui a une qualité, plus ou moins des accidents, des adjectifs qu'on peut le attribuer, et qu'il est bel et bien réel, bien qu'il dure très peu, qu'il a quelques permanences, donc il est dans le temps, et il faut qu'il y ait une extension. Il n'y a pas un pur surgissement, il a une avant et après, et une extension dans l'espace, donc qu'il soit placé dans quelque part, et on ne peut qu'affirmer, soit nier, non pas complètement opposé, on peut le dire qu'il est contradictoire par rapport à une autre chose, donc il est toujours en relation, il n'est pas absolument absolu, isolé, donc il rentre dans la catégorie de la relation et il est dans une modalité. Voilà un peu, on fait la parade des catégories, 12 catégories, et plus ou moins lent, plus ou moins progressive, plus ou moins dans une successivité temporelle, dans une permanence, et qui comporte tous les actes de conscience aussi de sujet. J'ai dit qu'on peut l'affirmer ou on peut le nier. Voilà. On peut le concevoir toujours dans un réseau de relationnalité. Et il n'est pas absolument singulier, mais il a une singularité. Il peut être plusieurs, ça ne change pas. Ça peut garder son incognoscibilité, mais en tout, il est plus ou moins connaissable de quelques aspects que ce soit. Donc, ce qui entre sous la catégorie, c'est ça, plus ou moins réel. C'est une interprétation de l'être, heureusement ou malheureusement, qui nous ouvre un champ d'immanence, bien que un peu deus ex machina, parce que ce champ d'immanence qui est le domaine de la phénoménalité, qui s'avère qu'il a un bizarre fondement transcendantal. Parce que l'être en tant que tel, c'est-à-dire nous-mêmes, bien qu'on le perçoive, n'est pas ouvert à notre expérience catégorielle. Donc, l'être en tant que tel nous est presque à jamais fermé. On ne peut que postuler des espoirs et des postulats et des pensées sur l'être
au-delà de la totalité de l'identité, comme infinie et véritable transcendance, l'être nous est inconnu. Voilà le glas que M. Emmanuel Kant sonnait dans son Königsberg, dont le retentissement fait le corps toujours et déjà. C'est pour ça que chaque homme marche dans une forêt de la réalité en dormant, dans une dormition incessante. C'est pour ça que les hommes parlent d'eux-mêmes comme des choses et des choses comme des subjectivités, et ils ne sont pas de quoi parler tout temps, ne pas cesser de parler. Voilà que c'est le forêt de Belle Dormante. C'est la forêt qui est endormie, dans laquelle peut-être seuls les animaux sont en garde de l'être, comme Dasein de Heidegger, une sorte de pasteur de l'être qui sera fermé à l'homme, à nous les autres Dasein, qui ne se trouvent pas dans l'être. C'est vrai, il est vrai que peut-être les mammifères, les animaux, même le tic, submergés par l'être dans le là de son Dasein, et l'homme marche en dansant, en sautant avec ses pieds, comme a dit Nietzsche, sur son là, sur le là de son Dasein, qui n'est pas sien propre, qui n'arrive pas à approprier, qu'il est étranger sur terre, comme disait Hölderlin. L'homme est étranger sur la terre. Il ne sait pas ce qu'il dit, comme disait Héraclite. Voilà une courte cours de philosophie pour cette école buissonnière qui va peut-être nous amener à la rencontre d'une communauté de visionnaires. Et ne soyons pas effrayés, avançons d'un pas serein dans les forêts hölderliniennes, en rappelant qu'il y a eu de grandes critiques de l'être, de l'existence et de la conception de l'être et de l'existence. D'une part Nietzsche, d'autre part Marx. À sa manière, Nietzsche a fait une science
régionale de psychologie et Marx, une autre science régionale pour critiquer la conception de l'être, de la dignité de l'homme dans l'être, en faisant une critique de l'économie politique comme science régionale qui est devenue totalisante. C'est ça, parfois, les avantages critiques des sciences régionales par rapport à la proportion qu'ils prennent dans leurs époques. Donc, une sorte de réductionnisme fait qu'il devient totalisant, donc il faut les critiquer. Et l'ontologie fondamentale, ça aussi c'était à sa manière, bien sûr, critique de leur critique. Donc revenir à la question initiale, là où l'être faisait son rencontre avec le temps. Et le temps devenait ensuite premier terme qui fait ressurgir l'être ou les couches d'être insoupçonnées ou refoulées. Jusqu'à là. Donc, ça nous amène à cette Kant philosophe qui est Hegel, après la Kant. Donc, il est arrêté à ce moment problématique du réel. Ces possibilités, ce dynamisme naturel étaient connus depuis Aristote. Mais Hegel n'était pas contenté avec une énergétique, je dirais, ou dynamisme aristotélicien. Kant non plus, Aristote lui-même non plus. Lui, il avait une philosophie de praxis qui a servi beaucoup à Marx ou après Marx. Mais la question, c'était ça. Conception du réel, réduction de l'être au réel, qu'on peut affirmer, nier. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il ne s'agit pas seulement de points de vue sur l'être apparu comme réel, qu'on peut affirmer ou nier, ou c'est autre chose. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement de l'être même à travers sa conception? Et qu'est-ce que cette singularité, universalité et unicité? Est-ce que réel a vraiment une totalité achevée qu'on peut nier ou affirmer à notre gré ou à notre science, toujours régionale? Non. Hegel a vu une sorte de non-stabilité et de la non-permanence dans la permanence dans l'être. Une extension qui dépasse une res extensia qui devient des lignes virtuelles lointaines ou proches. Voilà un scepticisme donnait finalement ces résultats fructueux
après moment cartésien de doute. Hegel aussi doutait de tout, sauf de l'absolu. Parce que l'absolu, l'autre nom de l'être, ou de l'infini, ou de non achevé comme phénomène, donnait tout son sens à ce que nous appelions réel et classifions sous les catégories en faisant semblant de la cerner, déterminer, comprendre, accepter comme phénomène. Non, il y avait une force beaucoup plus forte que notre force de détermination. C'était peut-être le concept même de la détermination qui s'abordait. Donc, il y a quelque chose dans l'être, dans cette détermination, qui s'annule comme détermination, qui nie même ce Dasein qui le détermine tel ou tel, pour le précipiter à son gouffre. Je sais que vous allez dire que c'est une hegelianisme de gauche ou anarchiste ou à la manière de Alain Badiou. Gouffre, Mallarmé, grand dialecticien. Selon les dires de Alain Badiou, le Mallarmé, l'autre Lacan, détermination, bizarrement, parlait d'un gouffre qui travaille, peut-être. Mais le jeu jouait là, non pas dans la métaphore du gouffre, mais dans les limites et dans la non-limite, dans les limites même, dans l'instabilité de la limite, c'est-à-dire du concept. Chaque concept est plus ou moins déterminé. Donc, dans le concept, c'est-à-dire dans la conception, et dans le concept du concept, il y avait une crise. Ce qui revient à l'homme, à Dasein, et ce que revient à l'infini, ou bien à l'être. Quel partage, quelle part. Toute théorie de métaxéine, participation, prendre part, est en crise. Toute accalmie scolastique était tombée dans le gouffre. Un volontarisme insurgé, un prolétariat des révolutionnaires et des émancipations séculaires ne voulaient plus entendre le nom, ne serait-ce que le nom de l'être, de l'infini. Donc, comme chaque mouvement volontariste, absolutiste du sujet, les guerres dans le monde a une extension mondiale et accélérée.
jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour où on entre dans une autre gouffre qui est comme une sorte de mur blanc deleuzien, qui est le monde, qui était le monde statique transcendantal, c'est-à-dire révélant tout à l'infini du monde islamique, plus précisément le mur blanc du désert. Point de recommencement, vide, zéro, crise. Fin de tout volontarisme et renversement à son contraire, ce vide. Sans émancipation devient lui-même un volontariste, plutôt un suicidaire volontaire qui est terroriste musulman comme figure emblématique d'aujourd'hui. J'accepterais que chaque fois quelqu'un parle de l'être d'une manière intense, c'est parler de Dieu, et bien que absolument pas, l'être n'est pas identique à Dieu, sauf que on connaît rien sur les deux, bien qu'on en parle de manière intense ou légère. Ou bien on va rester dans le réel et commencer à parler du temps comme dans les récits légendaires ou dans les narrations ou dans le mimésis ou dans le bon art d'un temps de l'avenir ou du présent décalé. Cette fois-ci, le temps va devenir plus intelligible que réel et qu'il va agir comme être. Autrement dit, selon la fiction, Dieu ou providence. C'est ça, une cognoscibilité ou imprévisibilité du temps et de l'être suprême avec son nom ancien de Dieu, ou bien suprême. Mais avec quel droit? C'est manichéisme latéral, unilatéral. Alors, si on va tomber dans le manichéisme, il faut voir des deux côtés la même chose. Donc ça aussi, c'est une sorte de commencement de dialectique et considération du réel de double façon. Comme dans une école aliénée, sophiste, dissoi logoi. C'est ça, pharmacon du monde, qui donne alerte, qui fait toute une insécurité, soit du territoire, soit du domicile, soit de la subjectivité, soit de la souveraineté, soit de quelques assurances que soit, duplicité, qui donne à soupçonner un jeu triple, un partage compliqué
si nous pouvions être sûrs des cadences du temps. Si la musique, cet exercice formel, et à la fois jouissif et contemplatif, nous puissions donner quelques indices sur les métriques, métrons, autrement dit, arithmos, le nombre de moments, qui est le temps depuis Aristoteles. Dont une certaine figure qui est le temps des horloges. Absolument pas, musique n'est égale au temps des horloges.